De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais en début d'édition, ce soir nous parlons d'un des plus gros marchés agricoles, si ce n'est le plus gros marché agricole de Guadeloupe, à savoir le Joux à tradition, et encore par marché agricole, marché traditionnel également, puisqu'on parle d'artisanat en tout genre. Et pour en parler avec moi ce soir, nous recevons Liliane Piquion, vice-présidente de la commission développement économique et soutien aux filières économiques innovantes à Cap Excellence. Elle est en compagnie de Slane Clotilde, directrice des politiques rurales à Cap Excellence. Nelly Danint est également présente parmi nous. Elle est directrice de la prévention et des partenariats. Et nous avons donc Christophe Lachman, président du groupement pour le développement de l'agriculture écologique et biologique de Guadeloupe. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, l'édition précédente de Cap Excellence, de Joux à tradition, une réussite? Eh bien, écoutez, bonsoir d'abord aux téléspectateurs qui nous écoutent. Bonsoir à la Guadeloupe. L'édition précédente, bien entendu, vous savez qu'elle a été perturbée par les aléas que nous avons connus, notamment les questions d'inondation, les questions de sécheresse, et puis le coût même de la matière première, des éléments qui peuvent développer la matière première. Alors, le public attendait avec impatience cette édition, puisque nous avons vécu des moments difficiles. Donc, c'est un bilan qui n'est pas négatif, loin de là, mais qui, malgré tout, n'a pas pu atteindre les objectifs que nous avions prévus. Toutefois, cette année, nous venons avec un peu plus de force, malgré les difficultés, malgré les aléas que nous connaissons, et 2023 s'annonce sous de meilleurs auspices. On sait que les cultures aussi ont été un peu malmenées cette année. Tout à fait. Notamment en fin d'année. Donc, il y a beaucoup de produits qui devraient être présents, mais pas forcément en grosse quantité. En tout cas, les agriculteurs font de très gros efforts pour que, effectivement, la plupart des produits soient disponibles. C'est exactement cela. Et puis, les prix ont considérablement augmenté, ce qui fait que les agriculteurs, effectivement, ont été en difficulté, mais ils se sont battus pour donner à la population qui va venir ce dimanche prochain à Joux à tradition au parc d'activités de Jarry, de manière que toute la population puisse trouver des produits agréables, bien présentés, en quantité quand même satisfaisante, mais j'avoue qu'ils ont fait de gros efforts. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir quelques chiffres sur l'édition précédente ? Alors, sur quelques chiffres, on peut dire qu'il y avait moins d'exposants déjà, puisque cette année, nous sommes à 170 exposants. Nous n'avons pas de chiffres précis. Pourquoi? Parce que vous savez, en général, les exposants n'aiment pas donner le détail de leurs chiffres. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont tiré quand même... Ils sont encore timides là-dessus, mais ils ont quand même tiré leur épingle du jeu. On va dire ça comme ça. Mais il y a un état d'esprit qui évolue malgré tout. Et je pense que ça va venir de manière plus précise. Parce qu'il faudra qu'on puisse bien comptabiliser, que chacun puisse dire effectivement... quel est le retour sur investissement? Le retour sur investissement, c'est que malgré tout, ils ont fait un chiffre quand même qui était satisfaisant. C'est pourquoi ils ne veulent pas trop communiquer? Oui, mais ça a toujours été un point de réserve que nous allons pouvoir améliorer au fil du temps, j'espère, parce que c'est bien aussi de dire voilà qui je suis, voilà ce que j'ai pu réaliser grâce aux efforts des collectivités, notamment de Cap Excellence et de la ville de Baie-Mahault et de l'association des agriculteurs de Baie-Mahault. Donc on a près de 200 exposants en moyenne qui sont présents sur le Joux à tradition. En termes de visiteurs, on est sur une montée en gamme. On veut dire autour de 30 000. On est précisément 170 stands, étant entendu qu'il y a eu beaucoup d'autres demandes que nous n'avons pas pu honorer parce qu'on manque d'espace. Il faut un parking. Et les questions de sécurité ne sont pas négligeables. Nous en faisons vraiment un point très important. Et c'est pour cela qu'on essaye de voir comment, à l'avenir, on pourra augmenter la capacité d'augmentation des stands. Donc le parc finalement d'activité de Jarry devient déjà trop petit finalement? Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Il y a un tel succès. Vous savez que Joux à tradition, c'est une période incontournable. Et je me dis, bon sang, ce qu'Harry Chalus, le maire de Baie-Mahault et l'association de commerçants, des agriculteurs avaient eu quand même à l'époque une belle vision au niveau économique, au niveau de développement du pays. Et c'était tellement
ça a eu tellement de succès que vous voyez bien que les autres villes et communes se sont inspirées pour faire en sorte qu'elles aient elles aussi de l'attractivité. C'est vrai qu'on voit des grands marchés comme Terre en Fête, justement, qui se sont inspirés un peu du joie à tradition et qui mettent en avant les productions guadeloupéennes et les artisans. Mais c'est vrai que Joie à tradition, on sent qu'on arrive vraiment à la limite, puisque le site même est complètement occupé quand on regarde déjà par des exposants. Est-ce que vous avez déjà une petite idée du secteur? Peut-être qu'il faudra prendre un quartier à terme pour faire le Joie à tradition. Vous poserez la question au maire de Bémao. Mais c'est vrai qu'on a envie de faire mieux, de donner plus de capacité d'occupation de l'espace. Mais on a surtout le vœu de monter en qualité, et c'est ce qui est en train de se faire à travers notamment l'innovation, les transformateurs, dont présent ici M. Latchan, qui va vous dévoiler un peu ce qu'il apporte de nouveau. Alors justement, hors plateau, je veux parler de la future présence de l'agroparc, qui sera un gros centre justement d'agrotransformation en Guadeloupe, et qui devrait figurer parmi les exposants techniquement sur les marchés à venir. Donc on avance bien sur cette filière qui est très attendue, cette filière d'agrotransformation. On avance bien. En tout cas, l'innovation, elle est là au niveau des producteurs. Il faut vraiment travailler sur une mise en place des chaînes de valeur. Des chaînes de valeur. Qu'est-ce que vous entendez par là? Chaînes de valeur, c'est qu'en fait, il y a les producteurs, l'agrotransformation et ensuite, après, la distribution pour aller jusqu'au consommateur. Et donc, en fait, quand on étudie cette chaîne-là, il y a toute une question de seuil de rentabilité sur les investissements qu'on va mettre en place. On est dans un pays européen. Il y a beaucoup de normes liées à nos produits et à l'agrotransformation. Il ne suffit pas d'utiliser ses canaries et sa cocotte minute. Il faut avoir un atelier de l'agrotransformation. Malheureusement, ça coûte cher. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler à mutualiser les moyens. Et il y a des sciences, tout ce qui est technique, agrotechnique, mais il faut aussi travailler sur les sciences sociales, parce qu'il ne suffit pas uniquement de dire aux gens on vous a mis une unité pour travailler ensemble et débrouillez-vous. Il faut mettre en place un certain accompagnement pour les producteurs, ne serait-ce que pour travailler sur un cahier des charges d'utilisation, les règlements intérieurs, comment on travaille ensemble. C'est là, en fait, la grosse question, les gros enjeux des années qui viennent. Parce qu'en fait, l'idée de la souveraineté alimentaire est de plus en plus présente. Aujourd'hui, on ne parle plus du ministère de l'Agriculture, mais de l'agriculture, de l'alimentation et de la souveraineté alimentaire. Et donc, nous, dans un territoire insulaire, on a vu combien l'huile, le riz et tous les produits qui nous viennent ont été multipliés par 2, par 3. Donc, il s'agit aujourd'hui de valoriser nos produits à partir des ressources locales plantées par nos agriculteurs. Alors, vous avez parlé donc de cette chaîne de valeur, production, en fait on est sur de la production, on va sur l'agrotransformation, on va sur la distribution. On voit que des efforts sont faits de part et d'autre, que ce soit les producteurs, que ce soit les privés, que ce soit les collectivités, de manière à mettre en place des petits circuits justement d'écoulement, comme les marchés qui sont de plus en plus nombreux. Mais on a vraiment donc une très grosse difficulté, ne serait-ce qu'à se mettre ensemble, à réussir à juste coopérer. C'est un discours que je lance en fait à tous, les décideurs, les financeurs, qu'il ne suffit pas de mettre en place une ingénierie de financement autour d'équipements. En fait, il ne suffit pas de donner un fusil à quelqu'un et de lui dire... Tu vas l'utiliser, il faut apprendre à l'utiliser. Et donc, travailler ensemble et faire ensemble,
ça s'apprend. Et c'est là, en fait, qu'il y a encore du travail à faire. Souvent, on nous dit, oui, il existe des CUMA, il existe des sociétés, mais ce sont des formes juridiques qui favorisent le faire ensemble, mais qui ne sont pas des outils pour nous aider à faire ensemble. D'accord. Madame Piqueux. Il y a quand même deux points qui sont très importants. D'abord, pour agrotransformer, il faut planter, il faut récolter. Donc la question de la production, elle est essentielle en termes d'autosuffisance, entre guillemets, alimentaire. En tout cas, on pense plutôt à tendre à, mais pour le moment, on n'en est pas du tout au stade où on peut s'autosuffire. Dans ce contexte-là, c'est vrai que la filière agricole a besoin d'être développée, a besoin d'être accompagnée et a besoin de grandir et d'avoir une production suffisante. Parce que quand vous produisez tant de tonnes de tels produits, quand vous allez venir transformer, la quantité est tout de suite amoindrie, puisque vous avez de l'eau, vous avez les composantes scientifiques, techniques, chimiques, etc., qui font qu'il y a une réduction du produit de base. Et c'est tout le travail de l'agroparc, entre autres, d'accompagner les agrotransformateurs, que ce soit juridiquement, que ce soit sur le plan de la formation et sur le plan de la professionnalisation. Mais ça, ce sont des sujets que nous allons pouvoir aborder ensemble, que ce soit BMAO ou l'agroparc. Eh bien, ce qui est important, c'est que, il l'a bien dit, M. Latchan, travailler ensemble pour mieux vivre ensemble, mettre nos compétences, les mutualiser. Et l'agroparc fera un vrai travail de spécialisation qui est déjà en cours, qui a été acté, qui a été évalué, qui est en cours de réalisation, mais ça va encore prendre un peu de temps. Mais je peux vous assurer que c'est un projet qui avance, dont les personnes en charge pourront vous parler plus aisément. Mais il y a là une vraie réflexion de la prise de conscience qu'il faille vraiment se mettre ensemble autour d'une table pour travailler ensemble, prendre des décisions ensemble et produire pour le pays. Parce que produire, ça n'est pas uniquement pour Cap Excellence, c'est produire pour la Guadeloupe, c'est produire pour BMAO, c'est produire pour n'importe quelle ville, commune de la Guadeloupe. Et en ce sens, je pense que la prise de conscience est là et les collectivités majeures s'y attellent, tous les organismes concernés s'y attellent. Maintenant, il faut qu'il y ait un tronc commun qui permette de donner à chacun ses compétences et l'agroparc, je pense, dans quelques temps, ne va pas tarder à le démontrer. L'agroparc, donc vous le disiez, qui pourrait offrir l'accompagnement juridique. Donc on sait effectivement que les agriculteurs, tout comme les artisans, souvent ne sont pas très d'humeur à avoir le nez dans la paperasse. Donc faciliter le côté juridique, leur donner un outil, la formation aussi, leur donner donc un outil qui soit performant. Vous le disiez, l'outil est important, mais ça ne fera pas tout. Il faut arriver effectivement à mettre en place une cohésion entre les différents producteurs et les différentes volontés. Mais au-delà de ça, on parle quand même de raisons économiques. Est-ce qu'on est obligé de s'entendre vraiment ou bien la structure pourrait à elle seule gérer? Elle reçoit par exemple les produits, les producteurs viennent, déposent leurs produits, sont rémunérés pour leur production et l'agrotransformation passe sous marque en fait. Ça pourrait être la marque Agroparc, la marque Parc National, enfin peu importe. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser comme ça au lieu d'attendre que tout le monde soit d'accord alors qu'on sait que bon, en général, ça prend du temps ici? Ou la marque de l'agrotransformateur. Voilà. Il a le droit d'avoir sa propre marque. C'est ça l'objectif aussi. Mais avoir quand même une appellation comme un peu... moi, je vois ça vraiment comme une marque guadeloupéenne, en fait. Faire émerger des marques guadeloupéennes. C'est exactement cela. Faire émerger des marques guadeloupéennes et penser à l'export. Voilà, évidemment, parce qu'on est tout près de l'aéroport en même temps, du port de l'aéroport, il est évident qu'il faut déjà commencer à produire en quantité pour arriver à transformer en quantité et en qualité. Donc, miser sur la production. Tout le monde est d'accord là-dessus? Oui. Qu'il faut augmenter les volumes? Au moins, ça, on est d'accord là-dessus. Oh oui, mais ça, c'est évident. Oui. Alors, bon, j'explique quand même. J'entends souvent qu'on dit qu'il faut augmenter les volumes. Il y a des leviers pour augmenter les volumes. Si on a des ignames pour Joie Tradition, c'est parce qu'on a planté au mois d'avril et au mois de mai. Donc, c'est que j'ai labouré, j'ai préparé les sols, j'ai entretenu mes parcelles pendant 7-8 mois. Et ça se finance. Et aujourd'hui, en fait, il faut
déployer. C'est pour ça que j'ai parlé de chaîne de valeur. Le premier maillon, qui est l'agriculteur, doit être soutenu et accompagné financièrement. On demande pas, on n'est pas des mendiants, on demande juste à être reconnu comme étant le premier maillon qui doit déployer tous les efforts pour pouvoir produire. Et dans d'autres pays, en fait, il y a des systèmes d'avance, de préfinancement, de facilitation à la mise en place de la production. Parce qu'en fait, il ne suffit pas de produire tout et n'importe comment. Parce qu'en gros, si tout le monde vient avec la production pour la même semaine, il faut une planification. Bien sûr. Un agenda, il faut un agenda de production. Et donc, pour que moi, je puisse produire à une semaine après mon collègue, c'est qu'il y a toute une organisation, une logistique en place, avec aussi un financement nécessaire pour avoir l'irrigation. On a de plus en plus de problèmes avec les changements climatiques. Cette année, on a vécu 2 sécheresses et des inondations simultanées. Il est important qu'on fasse aussi un programme d'adaptation aussi au changement climatique. Donc l'irrigation, mettre en place des bassins de retenue d'eau et tout ça, en fait, c'est des choses qui se préparent. C'est pas l'année prochaine, on dit on ouvre une usine pour vous et venez, on produit. L'agriculture, c'est quelque chose qui prend du temps en termes d'investissement. À titre d'exemple, si je veux monter ma société de plomberie, de peinture, il me faudrait autour de 10-15 000 euros un véhicule pour pouvoir fonctionner. Un peu de matériel. Un peu de matériel. En agriculture, c'est pas ça. Il faut du capital et du capital en quantité pour pouvoir être régulier en production. Ou sinon, on a ici cette culture de coût. Je fais un coup de tomate, un coup de... Et en fait, la régularité, c'est pas de la faute de l'agriculteur. Hein. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas la logistique et les moyens autour qui permet. Et donc, puis au-delà de la logistique et des moyens, c'est qu'on n'est pas organisé. Vous le disiez, si tout le monde en avait un agenda préétabli, on travaillait déjà ensemble. C'est qui met en place l'organisation. Aujourd'hui, c'est pour ça, chacun fait comme il peut. Et donc c'est pour ça, on revient un peu à dire il faut qu'on fasse ensemble. Le plus grand potentiel d'achat aujourd'hui, ça reste la restauration collective. Et quand on regarde, ce sont les plus mauvais payeurs. Et c'est malheureux à dire. Il faut mettre en place et ensemble qu'on réfléchisse. Quand un agriculteur a pris 7 mois pour produire 9 mois, il ne peut pas attendre 7 à 8 mois pour être payé. Et donc, mettre en place des choses. On n'est pas les seuls pays à avoir ces problématiques. Il y a d'autres pays comme les Canaries, les Madères qui ont mis en place des stratégies. Ce sont des zones ultra-périphériques qui mettent en place des stratégies pour pouvoir nourrir leur population. Il y a d'autres pays comme la Barbade qui sont des plus petits pays que nous et des plus grands pays d'Afrique, Sénégal et autres. Et donc moi, je pense qu'il est important de faire un panorama de ce qui a marché autour de nous et qu'on puisse extraire des solutions et pour aller plus loin, quoi. Madame Piquion. Il y a la disponibilité foncière aussi. Qui pose problème. Qui pose problème et qui sans doute s'amélioreront dans... j'ose dire prochainement, puisqu'il y a un organisme qui a fait une étude sur les problématiques foncières. Donc les agriculteurs ont besoin de plus de place, effectivement, et puis qu'ils soient accompagnés en termes de professionnalisation. C'est vrai que c'est une vraie organisation de la filière agricole qui serait intéressante à mettre en place avec le lycée agricole, avec la chambre d'agriculture et les autres entités. Mais ça, c'est l'exemple concret de ce que vit un agriculteur, et notamment bio, puisque le bio est plus compliqué à faire que l'agriculture classique ou même raisonnée.
Et c'est vrai que tout le monde se penche là-dessus, mais il faudrait que des résolutions concrètes et pragmatiques arrivent pour qu'on tende à penser à l'autonomie alimentaire. Alors, en attendant nos centres d'agrotransformation et éventuellement notre marché interrégional, on a quand même le Joie Tradition qui arrive donc ce dimanche. Moi, personnellement, j'ai hâte. J'espère qu'il y aura beaucoup de producteurs de miel sur place parce qu'on est là pour faire une razzia, n'est-il pas? Donc, je lance un petit appel déjà aux producteurs de miel. Oui, techniquement, Joie Tradition, il y en a au moins une quinzaine. Et il y a Île du Sud, enfin, il y a tout le monde réuni. Donc, exact. A priori, je devrais trouver effectivement mon bonheur. En tout cas, qu'est-ce qui est prévu pour cette édition? Alors, pour cette édition, on a effectivement 170 exposants. Nous avons de l'animation. Dès 7 h du matin, nous allons accueillir le public avec, vers 9 h, la remise des prix pour le concours 2021-2022. 12h30, nous allons accueillir un groupe de carnaval pour mettre un peu d'animation dans tout ça. Hein. Ça, c'est nouveau, ça. Il faut de la nouveauté. Hein. Voilà, il faut innover, il faut de la nouveauté. Ensuite, vers 15 h, nous aurons les résultats du concours 2023 avec la remise des prix. Vers 16 h, un défilé de mode avec les couturiers qui seront sur place, qui vont présenter les produits Made in Guada. Voilà, un joli défilé. Et vers 19 h, nous aurons le groupe Nation qui nous fera une belle animation pour pouvoir clôturer le spectacle. Durant toute la journée, nous aurons des animations avec des jeux traditionnels. Nous aurons des concours justement autour du miel, puisque nous allons recevoir l'association des apiculteurs de Guadeloupe, l'Apigua. Donc en partenariat avec eux, nous aurons de l'animation. On aura aussi de l'animation avec SGA Bio. Donc c'est prévu, on aura de l'animation sur le bio. On aura... Des dégustations aussi. On va manger des bonnes choses? Oui, oui. Très bien. Il est prévu des animations autour de l'alimentation sur le stand de Cap Excellence où justement on va concocter de belles choses, de bonnes choses autour des produits locaux puisque les produits seront pris dans les stands et fabriqués sur place avec de la dégustation. Il y aura des chefs peut-être C'est la surprise. On peut pas tout déballer. On ne peut pas tout déballer. Donc, on aura aussi de l'animation sur les tris. Et pour ça, je laisse ma collègue. Oui. Puisque Joie Tradition, gros producteur de déchets, c'est ça? Mais c'est une nouveauté. Parce qu'effectivement, avec les problèmes d'écologie, de transition énergétique, etc., il faut bien que l'on s'attelle à expliquer, à faire de la pédagogie et à dire à tout public, attention, il faut trier, il faut préserver notre planète et c'est ce que Madame va développer ici. Absolument, effectivement, pour Cap Excellence, il a été censé en fait de faire aussi une grande sensibilisation sur le tri des déchets lors de cet événement qui va amener beaucoup de personnes, donc beaucoup de citoyens. Et c'est vrai que au-delà, on sait que les terres agricoles doivent être préservées. Souvent, on retrouve des dépôts sauvages, des dépôts de déchets. Et donc, l'idée, c'était aussi de demander à la population de faire attention à ce qu'ils font et à préserver le maximum possible les terres agricoles et ne pas jeter aux abords des forêts ou des abords routiers leurs déchets. Il faut aussi leur dire de traquer les pollueurs. Absolument, c'est absolument ça. En fait, il faut éviter les incivilités, avoir une conscience environnementale. Et donc, Cap Excellence, en partenariat avec l'éco-organisme Citeo, qui en fait, l'éco-organisme qui finance en fait le recyclage des déchets plastiques, organise une animation autour du basket du tri. Donc, c'est une animation où on invite en fait les adultes, mais surtout les enfants, le jeune public qui est censé après sensibiliser papa, maman, etc., leur famille, à venir jouer avec nous. Il y aura des cadeaux, puisque le propre, c'est aussi de récompenser et donc tout ça en fait dans ce cadre familial qu'est Joie Tradition. Merci. Donc toujours dans un souci de développement durable et de diminution de l'empreinte carbone. Donc cette année avec notre partenaire SMT, donc Carulis, nous aurons des navettes qui vont partir des abîmes du Gosier de Bémao, ainsi que de l'intérieur de Jarry, avec différents points, des différents circuits. Bon, c'est assez long, mais je pense que ça va être diffusé sur les ondes. Les gens pourront pouvoir déposer leur voiture à un certain endroit, prendre la navette Carulis et nous rejoindre sur le site de Joie Tradition. Bien sûr, Garac.
Tout à fait. Ou bien il se gare à 4 km et il fait une petite marche. Donc on a aussi, voilà, au départ de l'hôtel Pointe de la Verdure, pour permettre aux touristes de venir découvrir nos produits locaux. Donc voilà, ils pourront prendre Caroulis et venir nous rejoindre. Très bien. Donc le rendez-vous est donné. Ça se passe ce dimanche au parc d'activités à Jarry. Moi, je conseille le matin. Il y a un peu moins de monde, sinon après 9h, 10h, bon là, c'est déjà complètement full. Donc, oui, il faudra peut-être utiliser les navettes pour le coup. Le mot de la fin, Madame Piquillon. Eh bien, j'invite toute la Guadeloupe, au nom de Cap Excellence, au nom de la ville de Baie-Mahault, à ne pas rater ce rendez-vous incontournable à l'intérieur duquel vous aurez des surprises inimaginables et surtout... tous les exposants tentaient de faire des efforts pour tenir compte des budgets. Font des efforts. On fait au mieux pour vous satisfaire. Ça sera bon, ça sera bien, ça sera bio, ça sera convivial. C'est la fête. Nous vous attendons. Venez nombreux. Vraiment, ça sera un bon moment de convivialité. Et puis, il y a le chanter Noël aussi avec Cassica qui clôturera tout ça. Il y a les Roses à Mansoso aussi. Vendredi soir. Et puis ensuite, il y a le chanter Noël de Cassica qu'il ne faut pas louper. Parce que ça, c'est quand même la vraie fête, là. Donc, vive Cap Excellence, vive Baie-Mahault, puisque tout se passe à Baie-Mahault. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir pour nous présenter le Joua Tradition 2023. Merci à Monsieur Lachan de nous avoir parlé quand même des problématiques que rencontrent les agriculteurs. On espère que des concertations avanceront dans ce domaine pour qu'on puisse un peu se rapprocher de cette fameuse autonomie alimentaire. En tout cas, on se donne rendez-vous donc ce dimanche. Ce sera au parc d'activités à Jarry. Et moi, je vous dis, producteur de miel, préparez-vous. En plus, j'ai trouvé un miel 7 ans d'âge. Vous avez déjà trouvé ça? Moi, j'ai trouvé un miel 7 ans d'âge. Je ne sais pas s'il sera un jeu à tradition, mais j'ai réussi à en trouver. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde.